Monster, monster, monster. Oh Xavier, stop, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas comme ça les monstres dans le rock. Enfin, ça peut, mais je sais pas. Si ça te branche, je peux t'expliquer un peu tout ça, je peux t'en parler. Et je te propose déjà pour lancer le truc d'écouter le morceau Some Kind of Monster de Metallica qu'ils avaient sorti sur leur album Saint Anger en 2003. Eh ben avec plaisir. Ça me fait plaisir que tu sois là, surtout que je peux te remercier 2 fois, d'abord d'avoir accepté l'invitation de contribuer à ce cycle sur les monstres. Avec joie. Et ensuite d'être le... Merci. Et ensuite d'être le premier invité officiel sur Commentaire. C'est vrai, ok, cool. Cool, merci. Merci pour cet honneur. Et moi, de toute façon, c'était la réflexion a dû durer au moins un quart de seconde pour accepter l'invitation, parce que voilà, le sujet me botte. Et il va falloir que tu me que tu me coaches un tout petit peu, que tu me restreignes un peu pour pas que je parte dans tous les sens. Mais je pense qu'il y a des choses à dire. Bon, ne compte pas trop sur moi pour te restreindre, mais en fait, j'ai pensé à toi parce que j'écoute 24 FPS depuis longtemps, mais qui a un podcast ciné. On va faire un petit coucou à Julien en passant, s'il nous écoute. Tout à fait. Et, mais je sais surtout que tu es un passionné de musique, de rock. Ouais. Et quand j'ai pensé à ce cycle sur les monstres, je me suis dit, il y en a un qui peut faire ce que personne d'autre ne peut faire, c'est parler des monstres dans le rock. Ah, je suis sûr que plein de gens peuvent le faire, hein, en vrai. Je peux te parler des monstres dans les groupes de rock que je connais et que j'écoute, mais ça aurait été avec quelqu'un d'autre. Je pense que tu aurais pu avoir une vision différente avec d'autres groupes et d'autres trucs. Attention, je ne suis pas le seul. Mais en tout cas, je suis honoré que tu le penses. En tout cas, merci encore de participer. Pour info, pour qu'on situe ta passion pour le rock, tu joues depuis longtemps, tu es un passionné de rock, comment ça se définit? Alors, ouais, le rock en 2 mots, hein, parce que là, rien qu'avec ça, je peux te faire une réponse de 2 heures. Mais le rock, ouais, c'est probablement le style majeur en ce qui me concerne. C'est de loin ce que j'écoute le plus, et depuis très longtemps. On va dire que au milieu des années 90, j'ai complètement plongé dans le rock, voire le hard rock, hein, pour être franc. En fait, j'écoutais déjà un peu de rock petit, par le biais de ce qu'écoutaient mes parents, donc il y avait beaucoup de trucs qui étaient à chier, qui ne me plaisaient pas du tout, mais voilà, il y avait quand même de temps en temps, comme ils écoutaient aussi beaucoup de trucs des années 60-70 quand eux ils étaient jeunes, en fait ouais, j'ai commencé à bien kiffer le rock à ce moment-là, et dans les années milieu des années 90, boum, d'un coup j'ai complètement fait la bascule sur ce qui se passait à ce moment-là, notamment sur la scène hard rock. Donc il est vrai que je vais surtout parler probablement de hard rock, mais j'ai tendance à croire que certaines des choses que je vais évoquer sont valables un peu partout dans le rock, vraiment en général, quoi. Mais voilà, et j'en joue effectivement. Je joue dans un groupe de thrash metal, donc quelque chose d'assez virulent, d'assez agressif, depuis, je sais même plus, ça doit faire 6 ou 7 ans dans ces eaux-là, donc j'ai déjà donné des concerts et tout. Ce n'est pas moi en revanche qui écrit les textes du groupe, moi je suis le guitariste, vaguement compositeur selon les morceaux. Voilà pour la carte d'identité par rapport au rock en général.
Si tu veux donner le nom de ton groupe, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, ça s'appelle Defractor, avec un K. Parce que c'est plus mieux, métal. C'est toujours mieux avec un K. Ouais. J'ai cru comprendre. Ça vient de quelque part, la lettre K, parce que j'ai regardé Call of Cthulhu de Metallica, j'ai écouté, ça prend un K. Je vois des K partout. Ben, en fait, c'est très métal de mettre... de mettre des K à la place du C. Il y a plein de groupes de métal comme ça qui ont pris des mots avec où à la base il y avait un C et puis qui l'ont remplacé par un K et ça fait tout de suite plus agressif, plus massif, plus machin. C'est un peu comme les umlaut metal, tu sais, les trémas qu'utilisent Motley Crue ou Motorhead, tu vois. C'est, en vrai, j'ai envie de dire, c'est de la connerie, c'est comme le cas, tu vois, mais ça fait plus métal. Donc, voilà, ça se fait. Mais il n'y a pas d'explication plus rationnelle que ça. Hein, non, mais ça me va, parce que je viens de me poser la question. Bon, on va commencer à parler un petit peu des monstres. Toi, t'as les monstres dans... Alors, je vais dire, parce que j'y connais rien, le rock en général, mais t'as toujours... dès que t'as commencé à écouter de la musique, t'as tout de suite vu qu'il y avait des monstres. Comment t'as rencontré les monstres dans le rock ? Il y a, moi j'ai une anecdote super marrante à ce sujet en fait, à laquelle j'avais pas pensé depuis assez longtemps d'ailleurs, mais qui m'est revenue par rapport à ça, c'est que l'un de mes premiers contacts en fait avec le hard rock, c'était probablement par le biais d'un monstre et d'un visuel en l'occurrence, parce que j'étais à l'école primaire. Si je me base, alors il s'agissait en fait d'un visuel d'Iron Maiden que un copain avait ramené. Donc quand je dis école primaire, ça veut dire moins de 10 ans, hein, donc vraiment, vraiment jeune. Et j'ai ce vague souvenir d'un copain, un camarade de classe qui avait ramené comme ça un visuel d'Iron Maiden en classe. Et on le cachait, tu vois, parce qu'on se disait que si on se faisait choper avec ça, c'était, tu vois, c'était super tabou, c'était grave, quoi. On risquait d'avoir des ennuis. C'était probablement pas le cas, encore que j'en sais rien, c'était il y a longtemps, puis en plus c'était dans une école super catho, mais enfin bref. Mais voilà, j'ai réussi à retrouver ce visuel parce que j'avais été marqué en fait par le fait qu'il y a un crâne qui est ouvert sur le dessus et on voit une petite cuillère qui mange, enfin qui se serre dedans, tu vois, comme si c'était un œuf, du jaune d'œuf. Et puis en plus, il y a un point qui traverse le crâne de Eddie, en l'occurrence, puisque c'est la mascotte d'Iron Maiden qui est un monstre. Et voilà, donc c'était la pochette du single de Can I Play With Madness qui était sorti en 88. Et c'est probablement plus ou moins à ce moment-là que j'ai dû voir ça. Et d'aussi loin que je m'en souvienne, c'est mon premier contact avec le hard rock et tout de suite, boum, un monstre, quoi. Donc j'ai envie de te répondre oui. Oui. Et j'ai pas commencé à écouter du hard rock à ce moment-là. Mais c'est un de mes plus vieux souvenirs liés à ça. Et un peu plus tard, en fait, quand j'avais une douzaine d'années, vraiment juste avant que je commence à écouter quasiment plus que du hard rock, j'ai aussi le souvenir d'un cousin à moi, un peu plus âgé, qui m'avait montré une pochette d'un autre album d'Iron Maiden. Alors c'était un live cette fois-ci, je crois que c'était... Alors je les confonds toujours, je sais jamais si c'était A Real Live One ou A Real Dead One. Et celle-ci, en l'occurrence, était, on va dire, moins gore, mais encore une fois, toujours Eddie, tu vois, cette mascotte monstrueuse. Et en fait, lui me vendait ce truc, il me disait ça, tu vois, ça c'est de la musique de fou et tout, machin, si t'écoutes ça, mais limite tu deviens fou. Et vraiment... l'un des plus gros impacts qu'il essayait d'avoir sur moi, parce qu'en fait il essayait de m'en mettre plein la vue, hein, en vrai, mais c'était par rapport à cette pochette. Il me racontait des tas de trucs, tu vois, il me disait ouais non mais ça c'est vraiment un truc de dingue. Et moi donc j'avais associé ça au visuel, au monstre qui était sur la pochette, quoi. Donc voilà pour mes premiers contacts avec les monstres et le hard rock, quoi. Parce que dans le rock, il y en a aussi, mais moins. Donc c'est vrai que je vais peut-être plus parler du hard rock d'une manière générale. D'ailleurs, ça me fait penser, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais toutes ces illustrations, j'aimerais bien savoir, je sais pas si toi tu sais, s'il y a des... Parce que quand tu regardes des pochettes alors je vais dire métal, etc., avec des monstres,
ça te fait tout un bestiaire. On se rend compte que voilà, il y en a pour son argent, elles sont superbes. Ouais. Est-ce que t'as des illustrateurs connus? Comment ça se... T'as des mecs Ouais. Ouais, il y en a quelques-uns. Là, comme ça, de tête, je peux t'en citer un, c'est Ed Repka. C'est le premier qui me vient parce que j'ai plus le nom en tête de celui qui fait, par exemple, les pochettes de Maiden. Mais Ed Repka, par exemple, est super connu parce qu'il a fait certaines des pochettes les plus connues du groupe Megadeth, qui a lui-même sa propre mascotte monstrueuse en la personne de Vic Rattlehead, qui est aussi un espèce de zombie. On est entre le crâne décharné et le zombie d'une manière générale, donc assez proche du Eddie de Iron Maiden quelque part. Et ouais, il y a comme ça quelques artistes effectivement connus. Je peux te dire que pour un groupe de thrash par exemple aujourd'hui, se faire une pochette d'album par Ed Repka, donc le même qui a fait les pochettes mythiques de Megadeth, c'est un truc qui claque quoi. C'est un truc qui va faire parler. Il y a Ouais, il y a vraiment des artistes comme ça. Je sais que la pochette de Arise de Sepultura aussi, par exemple, qui est une espèce de masse monstrueuse, un espèce de mélange dégueulasse de plein de trucs, de poils, d'yeux, de membres, de trucs vraiment immondes. C'est pareil quoi. Si t'es un jeune groupe de trash et que tu te fais faire ta pochette par le mec qui avait fait cette pochette là, c'est tout de suite ça va faire parler. Donc oui, il y a quelques artistes connus effectivement. Et il y en a sûrement plein d'autres. Là, je cite ceux-là, mais il y en a plein. Donc ça existe. Ouais. Il y a un vrai mouvement par rapport à ça. Et je me pose la question là. Est-ce que y a un truc, parce que moi j'ai écouté du Metallica, je pense quand j'étais, je pense que c'était le collège, mais j'avais pas de potes avec les vinyles ou les CD. Ok. J'ai pas vu les pochettes d'albums comme ça, alors je me demandais si pour un mec qui découvre. Qui est aussi un peu passionné quand même dès le départ, peut-être il y a un trip avec les monstres etc. dès le début, ou si c'est un truc finalement qu'on vit un peu comme un truc superficiel, un petit enrobage, ou si tout de suite ça fait dépend. Partie de... Non, je pense que c'est quand même une part assez importante du truc. Après, à quel niveau, ça va dépendre des gens. Mais quand même, souvent, dans le métal, encore une fois, je parle surtout du métal, mais dans le métal, tu vas souvent quand même être attiré en premier lieu, et encore plus autrefois où la musique était moins accessible. Je veux dire, il fallait que tu ailles fouiller dans les bacs des disquaires et tout. Et ton premier contact avec les artistes, c'était la pochette de l'album. Donc c'était il y avait un vrai travail là-dessus. Ouais, non, ça fait vraiment partie intégrante du truc. Et quand je dis à plusieurs niveaux, ça dépend. Après, ça dépend comment chacun se construit sa culture musicale. Mais je sais que le chanteur de mon groupe, Défracteur, lui nous raconte régulièrement que justement, lui, son critère absolu quand il a attaqué le métal, il connaissait rien, il savait pas, voilà, mais comme tout le monde, il savait pas quoi acheter, il savait pas quoi écouter, il y en a tellement et à pléthore d'un coup, tu sais pas par où attaquer. Et en fait, lui, il choisissait en fonction de la pochette. Voilà. Plus la pochette avait l'air monstrueuse et dégueulasse, plus il se disait que ça avait l'air cool, quoi. Et voilà, et ça a été son point de départ, on va dire. Pour d'autres, ça peut être... pour moi, ça a été un peu différent, mais les visuels ont toujours été une part importante du truc. Voilà, c'est pour ça que je nuance en disant que ça dépend des gens, mais vraiment, le visuel, pour moi, est très important dans le rock. Dans le rock et dans le hard rock, les pochettes. Autrefois, en plus, avec les vinyles, on pouvait vraiment admirer ces trucs. Il y avait un vrai boulot. Je dis pas qu'aujourd'hui il y en a moins, encore que, mais voilà, tu pouvais vraiment passer un temps fou. Tu te mettais ton disque sur la platine, tu le faisais tourner, et alors si t'avais du bol, t'avais les paroles. Des fois, il y avait pas les paroles, mais qu'est-ce que tu faisais pendant que t'écoutais le truc? Bah, tu décortiquais la pochette, quoi, de A à Z, et
puis plus elle était gore, plus t'allais chercher les petits détails et tout. Par exemple, dans les pochettes d'Iron Maiden, je sais qu'il y a des, dans certaines en tout cas, il y a plein de petits détails cachés à droite à gauche. Donc voilà, il y avait presque un jeu de piste monstrueux, quoi. Et puis aussi le côté, le fait de s'acheter comme ça un disque avec un truc bien dégueu, et puis de pouvoir l'afficher dans sa piole. Enfin, c'est un truc, c'est classe, quoi. Après, peut-être tout le monde comprend pas ça, mais moi je trouve ça excellent, quoi. Ah, c'est pas comme faire trôner son vinyle de Claude François. C'est différent, mais je pense que quoique l'approche est la même. En fait, je pense que l'idée est la même. Hein. C'est vraiment d'illustrer, d'illustrer ton univers et de remplir ton univers avec non seulement la musique que tu écoutes, mais en plus le côté visuel. Donc non, je pense que l'intention est exactement la même. Après, le résultat visuel n'est pas tout à fait pareil, mais l'intention, pour moi, c'est pareil. Est-ce que tu sais si, en gros, les monstres ont dès le départ été soit sur les pochettes, soit dans les titres des chansons, soit dans le métal? C'est genre le métal est né, hop, il y avait des monstres? Plus ou moins. Je vais remonter loin parce que je vais même te dire, pour moi, les premiers qui ont mis des monstres dans la musique, je vais te dire, c'est l'Église avec un grand E, au Moyen-Âge, parce qu'il y avait un... Alors là, je vais te parler d'un truc, même moi, je suis pas sûr de... Parce qu'en théorie musicale, je suis pas très très bon, mais si tu joues un intervalle à 3 tons, qu'on appelle aussi un triton, ou une carte augmentée, ou une quinte diminuée, ça porte plein de noms, mais voilà. Et ben en gros, c'était c'était un enchaînement de notes ou d'accords qui pouvait générer une espèce de tension, une espèce d'attente, tu vois, dans la musique, et qui au Moyen-Âge en fait a beaucoup déplu à l'Église et qui l'a qualifié de Diabolus in Musica. Donc ce qui veut dire le diable dans la musique, et ils ont interdit en fait l'usage de cet intervalle parce qu'ils considéraient que seul le diable pouvait apprécier cet enchaînement là, quoi. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de te dire, les premiers qui ont foutu un monstre dans la musique, si on remonte jusque là, ce serait pour moi l'Église. Mais après, dans la musique rock, il y a des légendes. Alors là, on va revenir au rock vraiment, vraiment très, très général avec la naissance même du rock, avec un bluesman qui s'appelait Robert Johnson. Avec toutes les recherches que j'ai pu faire à ce sujet, il me semble que c'est l'un des premiers à avoir vraiment joué sur ça, en fait. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais, ça te dit quelque chose, Robert Johnson? Non, j'avoue, je suis un gros nage, je me sens vraiment ignorant là. Non, mais il y a pas de souci. Non, mais c'est pas non plus, c'est pas des grands classiques. Enfin, ça dépend pour qui en fait. C'est-à-dire que tous les rockers qui ont commencé après, qui se sont lancés dans les années 50 et 60, se sont inspirés de Robert Johnson. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, le grand public, n'a pas la moindre idée de qui est Robert Johnson. Mais si tu veux, c'est un mec qui a vécu au début du XXe siècle aux États-Unis, au Mississippi. C'était un guitariste et donc chanteur de blues. Et donc comme il y en avait en fait, il y en avait quelques-uns qui commençaient à émerger. En fait, on parle de l'époque où les premiers bluesmen ont commencé à pouvoir s'enregistrer en fait. C'est pour ça qu'on a une trace précise. Et Robert Johnson en fait, lui, il a marqué le truc parce que on considérait, en fait, tu sais, c'était dans des soirées, dans des bars pas forcément très bien famés, qui étaient surtout fréquentés par les esclaves et tout, qui c'était un peu leur seul moyen d'échapper à leurs conditions. Et il y avait toujours un mec dans un coin ou avec un piano ou avec une guitare qui se donnait comme un dingue. Il y avait évidemment énormément d'alcool qui circulait. Donc voilà. Et Robert Johnson s'est fait remarquer comme ça parce que lui, il y allait vraiment comme un dingue sur sa guitare. Et
Et on considérait, il y a une légende en fait qui a commencé à naître par rapport à ça, que lui-même a alimenté parce que ça lui faisait de la pub en fait, que comme quoi il avait vendu son âme au diable à la croisée des chemins, à Crossroads, c'est le titre d'un de ses morceaux où il raconte ça. Et il aurait fait un pacte avec le diable. Donc le pacte avec le diable, c'est vieux, hein. Y a Faust, il y a je sais plus, il y avait des soupçons sur Paganini aussi, bien longtemps avant, mais dans l'histoire du rock, on considère que le premier à avoir joué avec cette image, ce serait Robert Johnson, qui en plus est mort empoisonné donc en 1938, a priori parce que il avait couché avec une femme qu'il fallait pas et que le mari se serait vengé. Mais la légende veut que en fait c'est le diable qui serait venu, tu vois, prendre son âme et tout machin. Voilà, il a marqué l'histoire. Il a vachement marqué comme ça un imaginaire collectif. Et là où les hippies, dans les années 60, effectivement, eux étaient plus dans un univers plus psychédélique. Et je dis pas qu'il y en a pas qui parlaient de monstres ou de choses comme ça, mais c'est vrai que c'était moins c'était pas trop le délire, quoi. Le délire, c'était plus de s'évader dans des choses agréables. Et il a fallu attendre. Bon, il y a les Rolling Stones qui ont un peu joué sur l'imagerie monstrueuse, tu vois. Je sais pas si c'est un monstre à proprement parler, mais ils ont quand même fait un album avec une tête de bouc qui est en train de cuire dans une soupe, quoi. Goat Head Soup, c'est littéralement le nom de l'album. Fin des années 60, début des années 70, en fait, il y a comme ça des. C'est un mélange en fait du mysticisme des années 60 qui a commencé à se tourner vers d'autres choses, vers la magie noire, vers des choses comme ça. Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, était un grand fan de sciences occultes et lui a commencé à apporter de l'imagerie un peu forcément monstrueuse à la musique rock, quoi. Un groupe comme Black Sabbath, eux, ils ont choisi dès le départ d'axer leur univers sur le monstrueux, l'horrifique, l'occulte et tout. Donc je dirais que c'est né, c'est venu à peu près dans ces époques-là. Fin des années 60, début des années 70, ça commence à devenir, pour certains groupes qui ont envie de jouer avec cette imagerie, ça commence à devenir normal, alors pas pour le grand public évidemment, mais ça commence à devenir cool de jouer avec l'imagerie monstrueuse en fait pour compléter et pour alimenter un peu l'univers de la musique qui est proposée. D'ailleurs là on parle de monstres, un peu peut-être peut-être de diablerie dans la musique. C'est quoi il y a un bestiaire précis des monstres utilisés ou ça part dans tous les sens c'est super large, hein. Effectivement, j'aurais tendance à dire que ça part dans tous les sens, mais bien sûr le diable a une place prépondérante. Je veux dire, c'est un peu le number one, c'est le chef, quoi. mais pas que. Il y a énormément de groupes qui ont été puisés dans l'imaginaire de Lovecraft. Et pas forcément que dans du métal extrême. Alors effectivement ça faudra que j'aborde aussi, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer à ce niveau-là, dans le sens où tout ce qui est possible et imaginable en fait va être, du moment que c'est à peu près monstrueux, c'est utilisable dans la musique rock, et plus c'est monstrueux, mieux c'est pour certains styles, quoi. Il y a je t'avais donné une petite liste par exemple d'albums de métal inspirés par l'univers de Lovecraft, et à mon avis ce n'est qu'une petite sélection, quoi. Il y en a des tas et des tas. L'univers de Tolkien aussi a été beaucoup utilisé, hein, énormément de groupes de métal extrême, de death metal, de black metal ont été puisés leur nom et l'inspiration des thèmes dans les œuvres de Tolkien, puisque chez Tolkien évidemment il y a des héros, mais ils combattent des monstres, ils combattent des méchants. Sauron, le Balrog, le dieu Morgoth, qui est donc pour faire simple le chef de Sauron.
enfin voilà, tout ça a donné naissance à, encore une fois, a nourri l'imaginaire des musiciens. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Vraiment tout ce que tu veux. Et évidemment, le cinéma, tous les monstres du cinéma sont largement présents dans le rock et le hard rock d'une manière très 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 large. C'est une évidence. Donc non, aucune limite. Au contraire, aujourd'hui, je dirais même, si tu arrives à être original et à créer de nouveaux monstres, enfin, je dis pas que c'est impossible, mais c'est toujours possible, mais c'est de moins en moins facile en fait de se démarquer parce qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu la norme presque d'utiliser les monstres. Mais en tout cas, les sources d'inspiration, elles sont aussi vastes qu'il y a de groupes, j'ai envie de dire. Voilà quoi. Ça peut être un roman obscur qu'un membre du groupe a lu, aussi bien qu'un film d'horreur super culte que tout le monde a vu. Tu vois, c'est ultra ultra large. Et comment dire, t'as les monstres, on les voit sur la pochette. Tu nous as parlé d'Eddie tout à l'heure. En gros, qu'est-ce qui est monstrueux dans le rock? T'as quoi? T'as les illustrations d'albums, t'as les titres de chansons. Il y a un peu tout, encore une fois, c'est possible d'aller très très loin dans le domaine, puisque les pochettes d'albums, évidemment, ça c'est probablement le truc principal, le plus, entre guillemets, facile, le plus abordable. Impossible de faire une liste exhaustive ne serait-ce que des trucs les plus représentatifs. Il y en a tellement, il y a tout ce que tu veux. Et juste pour rester un instant sur les pochettes, j'ai même envie de dire qu'il y a un concours depuis les années 90 dans le métal extrême. Donc là, je parle de thrash metal, voire même quand tu passes un cran au-dessus sur le death metal ou le black metal. Je ne vais pas forcément me lancer dans des définitions des différences entre ces genres, mais juste pour dire que il y a une vraie conjonction entre plus la pochette est monstrueuse, plus tu peux être sûr dans 99% des cas que la musique qui est dessus est agressive et quelque part monstrueuse aussi, hein. Il y a certains de ces types de musique qui pour la plupart des gens ne seraient probablement même pas considérés comme de la musique. On va, si je prends rapidement l'exemple du black metal, on va sciemment aller chercher la dissonance, on va sciemment chercher aussi les pires conditions d'enregistrement possibles. Voilà, c'est comme ça, c'est dans le style, et ça permet, c'est un peu la marque de fabrique du style en question, mais du coup, je pense pas que ça parle à tout le monde, tu vois. Il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est monstrueux, quoi. Je pense l'adjectif monstrueux peut aussi s'appliquer, donc, du coup, à la musique en elle-même. Maintenant, ouais, il y a plein d'autres aspects où les monstres peuvent être présents, hein. Tu peux avoir les mascottes. Alors, j'ai déjà cité Eddie d'Iron Maiden ou Vic Rattlehead de Megadeth. Il y en a un qui est quand même super connu. C'est le Warpig de Motorhead. Donc, cette espèce de... alors c'est marrant qu'ils appellent ça le Warpig, mais moi j'ai toujours trouvé que ça avait une tête de chien, mais avec des grosses défenses. Enfin, ça n'a aucun sens. Cet animal, c'est littéralement un monstre, tu vois. C'est une construction d'une bête qui ne ressemble à rien, qui ne semble avoir rien de naturel en fait, et qui est là clairement là pour faire peur, quoi. Je veux dire, chaque élément du design, et ce que je vais dire là est aussi valable pour les pochettes que pour tous les autres aspects des monstres. Chaque élément du design est précisément choisi pour provoquer un malaise ou de la peur ou machin, même si évidemment depuis 30-40 piges que le groupe existe, aujourd'hui voilà, j'ai pas peur quand je regarde la mascotte de Motorhead, mais l'intention de départ, elle est là, quoi. Il peut y avoir les déguisements aussi, parce qu'il y a des groupes qui choisissent de se déguiser, et quelque part, si je réfléchis, je me suis posé la question, hein, pourquoi est-ce qu'on peut vouloir avoir comme ça envie de changer son apparence pour avoir l'air moins humain, en fait, j'ai envie de dire. Il y avait, je dirais que les premiers,
peut-être pas les premiers, mais en tout cas parmi les précurseurs de ce genre de choses, t'avais Alice Cooper. Alice Cooper qui est quelqu'un qui évolue aussi dans un univers où il y a beaucoup de monstres. Il y a son album et la chanson du même titre, Welcome to My Nightmare, qui a beaucoup marqué, qui est une chanson magnifique d'ailleurs. Alice Cooper, ça fait pas partie des trucs inécoutables et réservés à un public averti. Moi, je considère qu'Alice Cooper, c'est largement aussi écoutable que du Queen. Et tout en étant vachement moins violent que du Nirvana par exemple, c'est pour donner une échelle, tu vois. Lui a beaucoup joué là-dessus et avec une sorte de maquillage et puis des déguisements, mais des déguisements légers sur scène, mais d'autres effectivement ont été beaucoup plus loin. Kiss, évidemment aujourd'hui on a probablement une image un peu kitsch de Kiss, mais Kiss c'était super violent en fait à l'époque, dans les années 70. Enfin, Kiss ça choquait quoi, c'était pire que tout, c'était l'antéchrist, et il se déguisait en monstre quoi, le bassiste et chanteur sur quelques morceaux, donc Gene Simmons, donc qui est probablement celui qui est le plus connu quoi. Son déguisement, c'est un déguisement de vampire. Après évidemment l'autre chanteur, Paul Stanley, lui c'est vrai qu'il inspire probablement moins la terreur, avec son étoile sur l'œil et tout machin, mais quand même il y avait pour moi, il y avait une volonté en fait de se démarquer, de se séparer en fait du côté humain. Tu vois, ce ne sont plus des êtres humains en fait, c'est autre chose. Et encore une fois, ça jouait sur la fascination quand tu regardais les pochettes. Mais du coup, l'intérêt des déguisements, c'est aussi de les porter sur scène et d'en mettre plein la vue. Et je crois que c'est Kiss qui a vraiment mis le paquet là-dessus, parce que voilà, les mecs aujourd'hui peut-être, enfin, on a peut-être du mal à les voir comme ça, mais à l'époque, ils crachaient du sang sur scène, ils faisaient comme ça. C'était littéralement un show horrifique quoi, un show monstrueux quoi. Et il existe toujours des groupes qui continuent dans ce genre-là. Quelque part, le groupe Gwar, qui est vachement moins connu, et alors qu'ils sont, je crois que ça existe depuis les années 80, Gwar. Mais les mecs, ils ont des costumes de monstres, mais que je trouve excellents quoi, qui sont super travaillés, qui sont alors un peu grossiers, mais volontairement grotesques, mais que je trouve assez excellents. Il y a évidemment en 2006, il y a Lordi qui a gagné l'Eurovision. Pour moi, les costumes, alors encore plus travaillés et pour le coup beaucoup plus fins quelque part que ceux de Gwar, mais pour moi c'est un peu le même esprit. Voilà, continue d'entretenir en tout cas cette espèce de tradition quoi, ça existe toujours. Je pense que même un Slipknot au début, quand on ne connaissait pas du tout leur visage, on ne connaissait pas leur identité. D'ailleurs, c'était souvent le cas au début de Kiss, au début de Lordi. Ça entretenait un mystère, tu vois. On connaissait pas leur nom, on connaissait pas leur tête. Et du coup, tu pouvais pas les associer à quelque chose d'humain. Il n'y avait que la représentation monstrueuse qui existait, je pense, dans l'esprit des fans. Et ça je pense, ça aide énormément à la réputation du groupe et à la reconnaissance qu'ils peuvent obtenir aussi quoi. Donc je dirais, voilà, si je devais, pour conclure ma réponse, si je devais résumer les 3 axes principaux, ce serait les pochettes, les mascottes, et puis les costumes de scène éventuels des artistes quoi, mais un Rob Zombie à sa manière perpétue, il se crée aussi une image monstrueuse. Lui il vit en fait dans un univers peuplé par le cinéma bis horrifique des années 50, et les monstres, je veux dire, lui se maquille en monstre. Il y a des monstres sur scène, il y a des monstres sur les pochettes d'albums, il y a des monstres absolument partout, il y a des monstres dans les titres des chansons et des monstres dans les paroles. C'est peut-être ça encore les 2 derniers aspects principaux, ça va être les titres ou les paroles. Mais voilà, pour conclure, en tout cas pour de vrai cette fois sur ta question, je pense que les monstres peuvent être absolument présents partout dans le rock. T'as des
t'as des exemples t'as vu ou toi-même de gens qui auraient vraiment, enfin, je te dis pas tomber dans les pommes, tu vois, mais vraiment eu ce sentiment un peu de peur ou de terreur en écoutant, en regardant un album ou je sais pas moi, même tes parents qui rentrent dans ta chambre, t'es en train de regarder un clip de de je ne sais qui et tu vois, moi ma mère elle verrait ça, je pense qu'elle ferait genre un pas en arrière. Mais j'ai envie de dire, c'est normal, c'est à ça que ça sert en fait. Ouais. C'est même ça le but. Donc, des exemples, ouais, vite fait, un ou deux, mais je me souviens, il y avait, à une époque, il y avait une copine que je ramenais chez elle, et évidemment, dans ma voiture, j'avais tendance à écouter du Slayer, des trucs comme ça, donc on est juste pour essayer de placer sur l'échelle du métal, on n'est pas dans ce qui se fait de pire en termes de musicalité ou d'agressivité, mais on est quand même déjà pas mal haut, quoi. Et elle, c'était pas du tout son kiff, et ça me marquait, elle me disait, est-ce que tu peux mettre moins fort, j'ai peur. Et c'est vrai que moi ça me faisait bizarre parce que je disais mais comment est-ce qu'on peut avoir peur, enfin, alors qu'en vrai c'est un peu ça le but quand même, quoi, je veux dire. Après les visuels, peur des visuels, je sais pas si c'est fait un peu pour ça, mais en même temps, je pense que le but est surtout d'être offensant, plus offensant qu'effrayant, en fait, je pense. C'est pour ça que les métalleux adorent porter des t-shirts de leur groupe avec ces visuels, encore une fois, monstrueux, horrifiques. Et voilà, je veux dire, c'est... Aller faire ses courses avec une pochette d'album de Cannibal Corpse, par exemple, ça c'est un peu les grands maîtres du super gore en termes de pochette, c'est Cannibal Corpse, donc c'est du gros death metal californien, c'est très dur à écouter, même pour moi, hein, pour être franc. Et voilà, aller faire ses courses avec un t-shirt comme ça, par exemple, effectivement, je pense que tu peux voir que les gens vont quand même être un peu surpris. Peut-être pas au point de défaillir, mais ouais, ça marque, quoi, et c'est, pour être franc, c'est le but. Ouais, je crois qu'on a tous en tête l'image, je sais pas si ça doit être dans des films ou j'ai toujours l'image du mec genre avec des cheveux longs, un t-shirt avec des crânes et des monstres rentrés dans un supermarché et les petites mamies qui s'écartent en se disant oh là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu vois, et j'approche de la quarantaine et quelque part j'ai ce petit kiff, je l'ai toujours, tu vois. J'en porte pas tous les jours des t-shirts de groupe, mais de temps en temps j'ai ce petit kiff de mettre un truc bien méchant et puis d'aller faire mes courses ou faire un tour dans la rue et tout. Et je sais que ça laisse pas forcément indifférent, notamment les personnes âgées. Mais moi je trouve ça fun, mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi je trouve ça excellent, quoi, parce qu'en vrai ça fait pas de mal à grand monde, quoi. Il y avait eu des histoires comme ça, hein, je me souviens encore une fois dans les années 90 ou début 2000, des histoires de justement dans des supermarchés, je crois que c'était en Angleterre, de personnes qui avaient prévenu la sécurité, qui avaient demandé aux jeunes en question d'enlever son t-shirt parce qu'il était beaucoup trop offensant, et du coup le mec avait dit non, ce que je comprends tout à fait. Et il avait été arrêté, quoi. Je veux dire, c'est un cas extrême, on va dire, du but du truc, mais en vrai, t'as fait du mal à qui, quoi. Voilà, c'est à mon avis à personne. Donc c'est que ça marche, quoi. Et tant mieux si ça marche toujours, en fait, quelque part. J'ai envie de dire. Et je me disais, ouais, c'est peut-être, alors là, c'est peut-être que ça amène à plein d'autres questions et plein de réponses différentes. Mais c'est quoi le truc qui fait que t'en as... Enfin, il y a peut-être des gens qui s'en cognent aujourd'hui parce que ça date. T'as les passionnés et puis t'as ceux qui peut-être encore sont choqués, mais c'est... au-delà du côté je trouve que c'est fun, y a un autre truc qui fait que en fait en gros même si tu prends le pire comme tu dis le plus trash des métal, le plus black des métal, en dehors du côté j'aime bien. Je sais pas s'il y a des mecs qui te répondent j'aime bien, juste comme ça, tu vois, genre non, j'aime bien parce que c'est souvent une musique de passionné, donc ouais, souvent l'explication va être un peu plus précise.
Ouais, c'est quoi en fait t'as des réponses toutes faites des fois de gens, ou même de toi. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, une musique qui est jugée monstrueuse en tout cas, un truc à la limite de l'inécoutable, il y a un truc qui fait que on écoute quand même. Alors, ouais, j'imagine que oui, mais je pense que c'est vraiment propre à chacun. Je pense que déjà, si tu veux, le concept de musicalité, bon là on s'éloigne un tout petit peu, mais je vais faire attention, je vais pas trop dériver. Mais si tu veux, je pense que le concept de musicalité, il est très personnel en fait, tu vois. Et je veux dire, c'est pas parce qu'effectivement il existe en théorie musicale, il existe des gammes extrêmement précises, des notes et tout. Bon, ça, par contre, les notes, c'est sûr, voilà, il y a ces notes-là, tu peux pas faire de notes qui n'existent pas, tu vois. Ça c'est sûr. Mais par contre, il y a des gammes, des mélodies bien précises et tout. Mais qui a décidé que seul ça était la musique en fait, et dans un style musical extrêmement dissonant, volontairement dérangeant, il y en a qui vont trouver leur kiff et qui vont y trouver leur musicalité en fait. Donc après, encore une fois, ça dépend de plein de choses, ça va dépendre de ta culture, ça va dépendre probablement de ton âge aussi, hein. C'est peut-être un peu cliché, mais je pense que souvent quand tu découvres le métal, quand t'es ado et tout, plus ça chie, plus ça envoie, et plus c'est dégueu et mieux c'est, tu vois. Et je peux comprendre, hein, après c'est pas moi que ça choque. Et souvent, avec le temps, ça a tendance à se calmer un peu. Ça veut pas dire que t'arrêtes d'écouter ces trucs-là. Enfin, il y en a plein aussi qui arrêtent d'écouter d'ailleurs, hein, mais en soi, c'est pas un problème. Mais je pense que ta réflexion va aller plus loin, tu vois. Le côté j'aime bien parce que c'est vraiment ignoble. C'est souvent bien quand tu commences, mais voilà, au bout d'un moment, tu vas y trouver quelque chose. Et je pense, voilà, la meilleure réponse que je pense pouvoir te donner, c'est que chacun va y trouver quelque chose en fait, et chacun va y trouver sa définition de la musicalité, celle qui lui correspond, celle qui lui plaît, et voilà. Et si tu mixes ça en plus avec effectivement toujours le petit côté où tu braves l'interdit, encore que ce sont des interdits qui n'existent plus vraiment, hein, quand je te parle de pochettes un peu gore qui vont mettre en scène justement tout un bestiaire démoniaque, en vrai, il n'y a plus vraiment d'interdit. C'est évidemment l'idée de départ était de choquer les institutions principales étant souvent les parents, les instituteurs. On parle d'institutions, on parle des institutions en fait quand t'es ado, quoi. Ouais. Parce que souvent les pochettes, surtout à une époque dans les années, je pense 80 et début 90, c'était quand même construite par rapport à ça, c'est-à-dire la volonté était effectivement de faire chier. Mais ceux qui représentaient ton autorité directe, donc oui, tes parents, tes profs, et puis éventuellement, je sais pas moi, ta famille, et puis les bien-pensants d'une manière générale, mais pas la volonté n'est pas de combattre l'ordre établi, quoi, mais juste peut-être de montrer par contre que l'ordre établi c'est pas trop ton truc, quoi. Ça veut pas dire que tu vas aller égorger quelqu'un tout de suite derrière, hein, je veux dire, mais voilà, quoi, que t'es content d'être à la frange en tout cas du truc, quoi, que t'es content aussi, t'aimes bien tester les limites des autorités qui t'entourent, quoi. C'est exactement l'histoire que je te racontais tout à l'heure avec cette pochette de Maiden. Quand j'étais à l'école primaire, je devais avoir 9 ans. Et on se cachait, quoi, pour regarder ce truc. Et aujourd'hui, ça me fait sourire. Aujourd'hui, limite, je me demande comment c'est possible. Mais en fait, voilà, ça dépend du référentiel de chacun, en fait. Et je pense que ça a beaucoup été construit là-dessus, à la base. Aujourd'hui, il y a plus un côté traditionnel, en fait, hein. Aujourd'hui, si tu fais du gore grind, donc c'est compliqué, mais c'est un sous-genre de death metal extrêmement agressif. On est probablement dans ce qui se fait de plus agressif. Si tu sors du gore grind et que ta pochette elle est pas monstrueusement gore,
c'est que quelque part t'as pas compris quoi. Voilà, ça fait partie des codes. Dans le thrash metal ça va être un peu plus soft, dans le black metal ça va être un peu différent, mais il va toujours avoir quand même ce côté lugubre, parfois un peu monstrueux quand même. Il y a le côté traditionnel, il y a, encore une fois, la réponse, elle est très complexe à ta question, en fait, elle est très multiple, je pense. Il y a un mélange de tradition, de volonté de choquer, d'être aussi parfois des éternels adolescents. Alice Cooper se définit, enfin Alice Cooper ne s'appelle pas Alice Cooper en vérité, hein, il s'appelle Vincent Fournier, mais il s'est créé le personnage d'Alice Cooper et lui-même a dit il y a très longtemps, aujourd'hui il a 70 ans, hein, mais il a toujours dit que Alice Cooper, le personnage d'Alice Cooper était un éternel adolescent. Et c'est ce qui lui permet de chanter à 70 piges aujourd'hui sur scène, de continuer à chanter des morceaux comme I'm 18, tu vois, qui est littéralement la version un peu subversive de il venait d'avoir 18 ans. Quoique il venait d'avoir 18 ans, c'est aussi un peu subversif quand on y pense. Mais et tiens, tant que je suis sur Alice Cooper et plein d'autres, hein, mais j'ai cet exemple-là en tête. Va aussi se servir des monstres parfois pour parler de sexe de manière détournée. Je veux dire les images, je sais pas comment dire, les amalgames, enfin les analogies, voilà, avec le sexe dans le rock, c'est pareil, c'est presque aussi vieux que le rock en fait, hein. Et il y avait des artistes qui choquaient déjà dans les années 50 parce que on se rendait compte que, je sais pas moi, Tutti Frutti par exemple, ça parlait de sexe quoi. Donc ça c'est pas du tout nouveau. Mais quand Alice Cooper chante, donc au début des années 90, fin 80, j'ai plus la date exacte, quand il chante Feed My Frankenstein, donc nourris mon Frankenstein, donc évidemment tu te dis, de premier abord tu te dis ouais il parle d'un monstre, il parle de Frankenstein, on est dans les classiques, on continue d'exploiter les codes de l'horreur et tout machin, mais en vrai il parle de sexe en fait, et quand il dit, enfin le refrain c'est Feed my Frankenstein, hungry for love and it's figging time, c'est voilà, nourris mon Frankenstein, il a faim d'amour et c'est l'heure de bouffer, globalement c'est l'heure de baiser quoi en fait, les monstres je pense sont aussi un moyen, continuent d'être un moyen en fait d'aborder les sujets ou tabous, ou tendancieux quoi, mais de façon détournée, et encore une fois c'est parfois plus fun à faire de cette manière là que d'y aller franco et de parler d'un truc voilà qui serait peut-être moins, encore que il y a des styles où il n'hésite pas, hein, pour repartir dans le grind, dans le vraiment métal très 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 extrême. Le porno grind par exemple est un genre musical qui se définit par ses paroles, donc qui parle de sexe extrêmement crûment et de pratiques que je peux même pas imaginer quoi. Donc voilà. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais encore une fois, le monstrueux, il fait partie de la tradition du truc en fait, et je peux pas concevoir que ça s'arrête. Ça n'est pas has-been en fait. Même si aujourd'hui, quand je regarde Ozzy Osbourne qui au début des années 80 donc se déguisait en loup-garou pour l'album Bark at the Moon qui a eu un énorme succès, franchement il a l'air con. Je vais être franc, il a l'air con, mais d'une manière générale, ça ne veut pas dire que l'approche du truc est dépassée, has-been ou bidon, quoi. C'est vrai qu'il y avait une espèce de... Parce que déjà, je me rappelle quand j'étais gamin, entre la pochette... Enfin, soit la pochette, soit le groupe, le clip... bon, la musique, non, parce que la musique, je pense c'est difficile d'avoir un jugement du genre c'est kitsch ou pas kitsch. Bah, il y a peut-être des chansons kitsch, j'en sais rien. Mais là, il y avait toujours une espèce de frontière vite franchie entre le truc vraiment genre épique, un peu bien fait, effrayant, et le truc un peu ringard où tu te disais soit c'est du deuxième degré, soit les mecs ont loupé quelque chose. Je ne sais pas.
attention, il y a beaucoup de deuxième degré dans le métal. Il y en a même beaucoup plus qu'on ne croit. Beaucoup des groupes qui sont parfois encore aujourd'hui, mais enfin c'est devenu plus rare. Le pic, je dirais, était plutôt dans les années 80 où on allait quasiment, on allait jusque dans les tribunaux quoi pour attaquer des groupes aux États-Unis sur le contenu de leurs morceaux ou des choses comme ça. Mais il y avait une frontière assez fine entre ceux qu'on trouvait vraiment flippants et ceux où on se disait ils sont en train de se ridiculiser. Est-ce que c'est du ah mais deuxième tout à degré? fait. Tout à fait. Certains en ont conscience, d'autres pas. Certains le font exprès, certains jouent avec. Je suis persuadé que Gwar, les mecs de Gwar savent que leurs costumes en carton-pâte ont ce côté autant horrifique que un peu ridicule. Tu vois, je veux dire, quand ils se scarifient entre gros guillemets sur scène et que ça se met à pisser, je sais pas moi, du sirop rouge sur le public et tout, il y a ce côté complètement kitsch assumé et probablement moins pour d'autres. Effectivement, il y en a aussi, et ça existe comme partout. Je pense qu'il y en a qui se prennent très 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 au sérieux et qui ont l'air complètement débiles. Ça dépend. Là, encore une fois, c'est du cas par cas, mais je pense que tout existe, quoi. Il y a ceux qui y vont à fond et qui sont persuadés de faire un truc vraiment ignoble et voilà, et qui va marquer les esprits, genre au fer rouge pour toujours. Et il y a ceux qui ont conscience que voilà, c'est pour déconner. Et il y a ceux en plus qui font une séparation extrêmement nette entre leur vie en dehors de la musique et ce qui peut se passer aussi bien sur scène que dans les paroles des chansons. Tu vois, je veux dire, l'un des plus grands malentendus à propos du rock, qui est valable pour les paroles, mais je pense aussi pour tout le côté visuel, aussi bien des pochettes, des costumes et tout, c'est le premier degré en fait. Souvent, les plus grands détracteurs du rock sont ceux qui prennent tout au premier degré, quoi. Ouais, c'est comme Et, souvent. alors que ceux qui sont derrière, en fait, ont bien conscience de ce qu'ils font et ne le font pas comme un job. Je pense pas que ce soit à ce stade-là non plus, mais en tout cas, ont le détachement nécessaire pour, justement. Je pense que pour construire un peu là-dessus, tiens, j'ai envie de partir sur le fait que justement, il y a une volonté de séparer clairement, probablement la vie, j'en sais rien, normale, civile, et le côté monstrueux de la musique qu'on va proposer en tant qu'artiste pour en fait proposer un exutoire, c'est-à-dire aussi bien à soi-même, je pense, en tant que musicien, tu vois, c'est un moyen de faire le con, c'est un moyen de dire ah putain mais voilà tous ceux qui me font chier, tous ceux qui m'emmerdent, ben là mais je vais me déguiser, je vais hurler des paroles vraiment des trucs dégueulasses, monstrueux, et tout, mais c'est pas encore une fois, c'est pas du premier degré, mais ça va me faire du bien. Et avec l'espoir que ça produise la même chose, en fait, que ça produise la même chose chez les spectateurs, quoi, ou chez les auditeurs, chez eux, quoi. Ça va... c'est une plongée, si tu veux, dans un univers effectivement monstrueux, clairement séparé de l'humain, mais en fait c'est une pause, on va dire, que tu te prends, j'ai presque envie de dire, dans ta vie ou dans ta journée ou je ne sais quoi, pour dire laisse-moi dériver, laisse-moi partir un peu là-dedans là quelques instants et ça me fait du bien et ça me détend et après on revient à la vraie vie parce que la vraie vie elle est ce qu'elle est, mais voilà, ça fait pas de mal de s'évader un peu. Alors encore une fois, c'est une question après d'envie, de personnalité. Il y a des gens qui vont préférer s'échapper vers des univers plus beaux, plus magiques. Mais je pense que la recherche, en vrai, est la même, en fait, que ce soit avec des monstres ou avec quelque chose de beaucoup plus soft. Je pense que la volonté de base est la même. Ce n'est que mon avis, mais... Et en tout cas, j'aime bien l'idée que le monstrueux là-dedans, c'est pas juste un truc au premier degré, déjà un personnage pour faire peur, que le but c'est pas faire peur pour faire peur, mais que ça soit presque de jauger ou de mettre une limite parce que
dans mon petit sujet là, j'aime bien l'idée, enfin je sais pas, j'en étais amené à réfléchir là-dessus, que même un monstre, un personnage quoi, Cthulhu notamment, parce qu'on parle souvent de lui, mais j'ai l'impression même dans les paroles des chansons, même Cthulhu c'est pas c'est pas un personnage monstrueux, c'est plus un phénomène de limite en tant que tel quoi, tu vois, tant qu'on le considère encore comme un personnage et qu'on regarde, qu'on s'imagine Cthulhu genre un poulpe géant, on n'est pas encore, on n'a pas atteint encore le monstrueux. Le monstrueux, c'est qu'est-ce que ça, c'est quoi la limite ultime qu'on essaie de. Ouais, mais je suis bien d'accord. C'est justement, voilà, c'est le vrai monstrueux, c'est souvent ce qu'il y a derrière et la représentation de Cthulhu aujourd'hui, je pense pas qu'elle fasse peur, quoi. À part peut-être aux très jeunes enfants, ce qui est normal. Mais il va falloir se plonger un peu plus dans le truc, dans l'univers que Lovecraft a créé, qu'il a essayé de décrire et tout, pour avoir la vraie plongée dans l'horreur et dans l'univers monstrueux. Les codes évoluent avec le temps, hein. Comment dire, une pochette d'album qui aujourd'hui est considérée comme relativement très standard pour du métal, par exemple. Il y a 20 ans, ça pouvait être des choses extrêmement choquantes. Donc la société, j'ai envie de dire, évolue avec les monstres en fait. Les monstres sont plus ou moins à peu près toujours les mêmes. Mais la société j'ai l'impression a grandi avec, a évolué avec l'imagerie de Frankenstein dans le cinéma des années je sais plus 30-40, je pense que ça pouvait vraiment provoquer l'effroi. Aujourd'hui c'est de la pop culture, tu vois, que tu peux retrouver sur des pochettes d'albums ou sur des t-shirts ou sur n'importe quoi. Donc les intentions sont très multiples dans les monstres. Elles sont pas toujours de faire peur ou d'impressionner. Elles peuvent amener à réfléchir sur la nature humaine. Si tu considères que le monstre est le contraire de l'humain, c'est intéressant effectivement de parfois de passer par une parabole monstrueuse pour réfléchir sur ce qu'est l'humain. Et tu peux le faire par le biais d'un roman, mais je pense que tu peux le faire par le biais d'un album ou d'une chanson, d'un concept album aussi, qui peut comme ça te faire voyager dans un univers monstrueux. Je pense par exemple au comment ça s'appelle là, l'enfer de Dante. C'est exactement ce même principe. Et Sepultura, par exemple, il y a quelques années, avait sorti un album qui s'appelait Dante 21, qui reprenait ce concept. Donc c'était vraiment sur tout un album, ce qu'on appelle un concept album, qui te faisait voyager au travers d'un univers comme ça. Et je pense que le but est souvent de raconter quelque chose, de faire réfléchir, quoi, comme l'était les premiers, enfin le roman Frankenstein à l'origine ou des choses comme ça. Donc il y a plus que juste la volonté, enfin pas toujours, ça dépend. Un groupe de gore grind, le but c'est juste d'avoir une pochette bien gore, je veux dire, il n'y a pas une réflexion sur la nature humaine derrière. mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a aussi, il peut y avoir des choses à raconter, un vrai sens. Et n'hésite pas à me stopper aussi, parce que sinon je vais avoir plein de questions, mais là je me dis ça arrive souvent que t'as le groupe choisi, je sais pas, c'est pas au sens forcément marketing, mais par exemple il choisit son type de monstre, il se fabrique sa petite mythologie, ou il choisit sa mascotte en accord avec ça. Oui, clairement. Par exemple, Ronnie James Dio, qui avait remplacé Ozzy Osbourne quand ce dernier s'était fait dégager de Black Sabbath. Dio, en fait, lui, était connu aussi pour différentes carrières avec d'autres groupes comme Rainbow. Mais dans le groupe qui portait son nom, donc on va appeler ça son projet solo, Dio, il y avait une constante, par exemple, sur les pochettes d'albums, avec un espèce de diable ou de démon gigantesque, quoi. C'est un truc que tu peux clairement identifier et relier à Dio, quoi. Et
Ouais, chacun peut choisir son univers et bien souvent en début de carrière, tu testes un peu, tu regardes, mais il y en a effectivement au bout d'un moment qui choisissent de s'embarquer à fond dans un truc. Rob Zombie, lui, son univers, c'est le cinéma d'exploitation horrifique et complètement bis et souvent bidon des années, je sais pas, 40, 50. Et voilà, lui, il continue de construire son univers là-dessus. Du coup, ses pochettes d'albums ou ses textes ou ses titres de morceaux continuent de parler de monstres, mais avec un côté kitsch, un peu flashy, avec des couleurs, enfin du rose, du jaune fluo, tu vois, des trucs super. C'est très spécifique. Alors que le groupe culte, par exemple, comme les Misfits, qui eux aussi c'était parmi des pionniers, si on veut, du déguisement sur scène, avec leur maquillage très très en fait, qui leur faisait tout simplement, c'était un maquillage blanc, tu vois, sur le visage, qui leur faisait comme des têtes de mort. Voilà, eux, ils étaient dans un style très très sombre, à la limite du gothique et tout, qui a eu une grosse influence d'ailleurs sur la scène gothique. Ça, tu vois, encore une fois. On a tendance à oublier justement avec toute cette imagerie que derrière tout ça c'est juste des mecs comme toi et moi en fait et qui peuvent être fans simplement d'une saga de films ou de bouquins ou de je ne sais quoi et qui ont juste envie de choisir ça. Donc ça va être encore une fois, du cas par cas, certains vont se dire allez, on va à fond dans ce style. Il y a des groupes qui ont choisi par exemple de ne parler que des œuvres de Lovecraft. Tu as, je sais pas, Mastodon sur l'album Léviathan par exemple, qui a choisi d'avoir une pochette qui évoque très 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 clairement Moby Dick. Voilà, c'est un choix. Ouais, ça se fait, mais après il y a pas que ça, il y a des choses, il y a de tout dans le métal et dans le rock, il y a du grand guignolesque, il y a des groupes qui parlent que de sexe aussi, ou de un peu tout et n'importe quoi, de galères de tous les jours, ou de picole, un groupe comme un groupe allemand Tankard, un Tankard, c'est un gros boc de bière. Le groupe Tankard, par exemple, a choisi de parler principalement de bière. Et voilà quoi, mais pas que, ils ont aussi des vieux morceaux qui parlent d'aliens ou de choses comme ça, mais ce sont des choix artistiques comme des autres, je sais pas trop quoi te dire d'autre sur le sujet, mais c'est encore une fois, ça fait partie du truc et c'est tout à fait accepté et voire même franchement convenu en fait dans le rock d'avoir une imagerie bien précise associée à certains groupes ou styles. Tu reconnaîtras tout de suite, par exemple, un groupe de black metal, je veux dire, visuellement, que ce soit à la pochette ou même juste les gars sur scène, c'est immédiatement identifiable. Au type de maquillage, au type de fringues, voilà, il n'y a pas de doute possible, quoi. Alors qu'un groupe de néo-metal par exemple va plutôt porter des baskets et des baggies et des casquettes, là où le black métalleux va avoir le futal. Alors il existe plein de sortes de black métalleux, je le sais, mais je vais vraiment partir dans le cliché qui existe. Ça va être vraiment le futal en cuir, le t-shirt avec si possible un truc bien profane, tu sais, bien hérétique, bien anti-religieux, avec les gros bracelets avec des grands clous très longs et le maquillage vaguement inspiré d'ailleurs des Misfits de l'époque, qui est uniquement composé des couleurs noires et blanches, qui va être après des dérivations multiples sur le principe du crâne, quoi, et du monstrueux. Encore une fois, le but est toujours d'essayer de s'éloigner de l'image humaine, de l'apparence humaine, avec plus ou moins d'artifice. Quand Gwar ou Lordi vont carrément porter des grosses prothèses et des trucs, d'autres vont se contenter de vêtements juste un peu plus saillants et de maquillage, mais ouais, il y a des univers marqués selon les groupes ou les styles, ouais, c'est tout à fait, ça fait partie du truc. Ok. Dans
Je me posais la question, tu en as parlé tout à l'heure déjà, quand on dit genre qu'il y a un truc de monstrueux dans la musique au sens les sons, la dissonance, éventuellement les accords, la suite d'accords un peu démoniaques, etc. Comment ça s'est goupillé un petit peu? C'est genre, il y a eu une recherche particulière propre à chaque groupe, de trouver des sons qui faisaient quoi en fait, qui étaient particulièrement inécoutables. Alors oui, ça c'est un peu le cas extrême, mais oui, c'est le cas. Je veux dire, on considère souvent que les pionniers de ça, c'est Black Sabbath. C'est-à-dire que, on part d'une époque, si tu veux, où les Beatles ont révolutionné la musique dans le monde et où énormément de jeunes, d'une manière générale, mais peut-être encore plus en Angleterre, donc se lancent et puis font de la musique, font de la pop et se réclament un peu tous des mêmes choses, c'est-à-dire que s'ils ont eu accès, on va dire, à ce qu'il y avait de plus mainstream, ils vont se réclamer de, je ne sais pas, de Elvis Presley ou de choses comme ça. Ceux qui avaient pu accéder à des enregistrements un peu plus difficiles à trouver vont aller chercher plus loin dans le blues qui lui-même donc avait inspiré Elvis Presley. Mais Elvis Presley était probablement un des premiers à l'avoir fait connaître aux oreilles du grand public, mais et on revient à des gens comme Robert Johnson que j'évoquais tout à l'heure. Mais si tu veux, ils sonnent un peu tous pareils. Si t'écoutes les Beatles, si t'écoutes les Stones au tout début, ou les Kings, ou les Animals, ou je ne sais quel autre groupe de l'époque, il y a quand même une espèce d'émulation où, si tu veux, les Beatles ont posé les bases du style musical qui est quand même relativement enjoué. Et Black Sabbath, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, au début de leur propre aveu, ils faisaient des trucs un peu dans le même style, tu vois, ça sonnait pareil, quoi. Et ils ont, après avoir vu un film d'horreur qui s'appelait Black Sabbath, c'était ce qu'on appelle un gimmick, c'est-à-dire ils ont choisi de se donner cette image plus dark, mais qui ne serait pas qu'une image en fait, qui s'exprimerait à la fois donc dans les titres, mais aussi dans la musique. Et le moyen de faire ça, en fait, ça va être de... Alors, je suis pas un grand théoricien de la musique, je connais pas tous les termes et tout, mais pour rester très simple, là où la plupart de la musique pop de l'époque s'articulait sur des gammes majeures, en fait, eux, ils vont choisir d'enchaîner des notes ou des accords en mineur. Ce qui va donner un peu ce côté plus triste, tu vois. Plus triste, mais aussi plus profond quelque part et un peu plus... un peu mystique aussi, mais tu sens que l'ambiance est pas du tout la même, tu vois. On est loin du psychédélisme... des hippies. Là, on est plus... En fait, ça se marie super bien avec le côté occulte, tu vois, des titres ou de ce qui est un peu exprimé dans les paroles. En fait, voilà, il s'avère que tout ça va super bien ensemble. Et donc, je pense qu'à partir de là, on s'en est pas rendu compte tout de suite. On s'en est pas rendu compte tout de suite, mais il a fallu que une ou deux décennies passent pour que tous les groupes de métal, surtout en fait, je dirais à partir des années 90, mais même encore que dans les années 80 aussi, ça avait commencé tout doucement, mais c'était un peu plus underground. Est cette recherche en fait de sonner comme ça, de sonner méchant, j'ai envie de dire, tout simplement, et se réclame de Black Sabbath en fait. Et donc pendant longtemps, Black Sabbath était un peu tout seul dans son coin. Black Sabbath n'avait pas un succès énorme. Il a fallu 1, 2, voire 3 décennies en fait pour qu'il soit porté au nu du hard rock et du metal et qu'on leur dise mais c'est vous les mecs qui avez été les premiers à faire ça. Alors peut-être qu'il y en avait d'autres qui le faisaient aussi. Il pouvait arriver à des Led Zeppelin ou à des Deep Purple d'avoir parfois dans certains morceaux et dans certains passages de certains morceaux des petits enchaînements comme ça un peu en mode mineur. Mais il n'y avait probablement pas cette recherche globale de sonner tout le temps comme ça.
Et je pense que voilà, la paternité, on l'attribue généralement et de façon assez juste à Black Sabbath pour ce truc-là. Et c'est exactement la même recherche que continuent d'avoir aujourd'hui tous les groupes de métal, ou la plupart, hein, parce qu'il y a aussi des styles de métal qui vont sans problème évoluer dans les genres, dans des gammes majeures. Hein, ça existe aussi, mais voilà, dès que tu veux sonner un peu méchant, un peu impressionnant, un peu monstrueux, tu vas forcément aller taper dans le mineur, quoi. C'est une recherche, ouais, clairement. Moi, ça me fait triper, hein, ça me fascine. Tu vois, Okay. le fait... déjà, pourquoi un accord mineur sonne triste, alors que tu prends... moi, je sais faire que ça. Hein, tu prends ta guitare, tu joues un La mineur, et Ouais. tout de suite, tu fais un La majeur après, et tout d'un coup, tu te demandes pourquoi il y en a un qui sonne plus C'est mélancolique, vrai, hein. triste que l'autre. C'est marrant. C'est assez ouf. Hein. Ouais, ouais. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose que nous on a collé là-dessus. Hein. Je veux dire, c'est humain en fait d'avoir associé un truc à une humeur ou à une imagerie. Hein. Mais Ouais, c'est peut-être l'éducation, dans la culture. ouais, je pense, je pense que ça. Tu sais, encore une fois, je vais revenir. Le Diabolus in Musica du Moyen Âge a probablement eu une certaine influence là-dessus, quoi. Très indirect et très dilué dans le temps, mais voilà, il y avait des standards musicaux en fait qui étaient acceptés à diverses époques, et quand on a voulu s'en éloigner, je pense ça a provoqué des émotions différentes et qui étaient pas acceptables à un moment, alors que d'autres artistes se sont dit mais moi c'est ça en fait que je veux, moi, parce que je veux me sortir un peu de la masse, je veux me détacher et je veux provoquer ça, voilà. Tiens, je me disais, on évoquait un petit peu Moby Dick et tout ça, les monstres qui éventuellement viennent du cinéma, qui ont influencé des groupes. T'as Ouais. un truc comme Elephant Man, ça fait partie du délire métal ou pas du tout? Alors là, comme ça tout de suite de mémoire, je crois pas, mais d'un autre côté, ça me paraît pas impossible. Ça me paraît pas impossible du tout. Je veux dire, le monstre, comme cet excellent exemple là que tu nous donnes, le monstre peut avoir un côté complètement dramatique, effectivement. La musique rock, même avec tous ses côtés, encore une fois, grand guignolesque et tout, n'est pas forcément étrangère à ça. J'ai malheureusement, par contre, pas d'exemple là tout de suite en tête qui me permettrait d'illustrer ça, mais à l'image de cinéastes qui se servent parfois des monstres pour dénoncer des choses pas très cool, ça me paraîtrait pas du tout étrange que des artistes l'aient fait. J'ai envie de penser à Alice Cooper, parce que Alice Cooper a vraiment passé en revue plein d'aspects de la vie. Lui, il a parlé de sexe, tu vois, de façon assez cru avec Feed My Frankenstein, mais il a parlé de plein d'autres choses, notamment d'alcoolisme et de choses plus graves. Mais est-ce que c'était par le biais de monstres? Là, j'ai malheureusement pas un exemple précis en tête. Alors, attends, je me suis permis de faire ma petite recherche dans mon coin. Ah oui, Apparemment, ça m'intéresse. Il y a Mastodon, Elephant Man. Ah ben ok, c'est pas impossible. De toute façon, il y a énormément de morceaux, donc dans vraiment tous les genres confondus du rock, qui sont inspirés de films cultes. C'est extrêmement courant, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait un titre de Mastodon. Mastodon est pas un groupe dont je maîtrise l'ensemble de la discographie, loin de là même d'ailleurs, pour être franc. Mais ça me semble ni surprenant, ni étrange, ni rien. En fait, ouais, pardon. Tout à fait possible. Bah, en fait, je pensais à Elephant Man parce que j'aime bien l'idée que t'as... Et comme dans Elephant Man, t'as un côté, faut dépasser l'apparence monstrueuse pour aller vers autre chose, de la compréhension, la réflexion sur ce que c'est qu'un homme. Je me suis dit, pourquoi pas, du coup, dans un groupe de métal. Non, mais ça se fait clairement. Je suis certain qu'Alice Cooper l'a fait, parce qu'Alice Cooper avait vraiment à cœur de surprendre son audience. À des époques où, par exemple, les critiques considéraient que c'était même pas de la musique ce qu'il proposait, lui, il essayait de complexifier encore plus la structure de ses morceaux,
surprendre, comment dire, les rockers peuvent parfois surprendre sans forcément chercher à choquer, ou alors à choquer, mais à choquer dans l'autre sens, c'est-à-dire à dire regarde tout ce que tu penses de moi, et en fait derrière je suis qu'un mec, quoi. Un mec comme toi, et je me lève et je vais chier et comme toi, je dirais, et voilà. Et ça, je suis certain que beaucoup l'ont fait aussi, quoi. Ça me paraît une évidence absolue. Il y a un truc que je me demandais, parce que j'essaie de convoquer ma mémoire de films où il y a des monstres, où la bande son serait du métal. Ça existe souvent, ou c'est moi qui... Il y en a plein. Ouais. Non, ça se fait pas mal. Tu as eu, alors encore une fois, Alice Cooper. Alice Cooper avait fait par exemple la bande originale de Jason, donc Vendredi 13, numéro 6. C'était quelque chose d'extrêmement courant. Après, il y a des films, par exemple, il y a un film d'horreur, je crois, des années 2000 que j'ai jamais vu, qui est Alone in the Dark, qui était l'adaptation d'un jeu vidéo horrifique. J'ai jamais vu le film parce qu'il paraît que c'est vraiment pas bon, mais la BO est une super compilation de métal, quoi. C'est pas du tout bizarre ni choquant. Je dirais, d'une part, d'avoir du métal dans du cinéma horrifique, voire même d'aller convoquer, d'aller chercher les musiciens, d'aller chercher les mecs de Motorhead, d'Alice Cooper et je ne sais combien d'autres, pour ou faire des apparitions dans les films, ce qu'a fait Alice Cooper d'ailleurs dans, par exemple, Prince des Ténèbres de Carpenter. Ou pour composer spécialement la BO, quoi. T'avais, je crois, Hellraiser, c'était... Attends, voir, je crois Hellraiser, pas que je le dise dans le désordre, si je me souviens bien, la BO d'Hellraiser, c'était le titre Hellraiser, joué par Motorhead, mais c'était une reprise de Ozzy Osbourne, par exemple. Tu vois, on retrouve... Bon, en plus, j'ai tendance là à citer tout le temps les mêmes, mais c'est parce que c'est un peu les grandes figures, quoi. Mais je sais pas, moi, le premier film Resident Evil, le générique de fin, c'était Slipknot, quoi. C'était pas du tout bizarre. Un Marilyn Manson aussi avait participé, par exemple, je ne sais plus, au second film Blair Witch. Marilyn Manson, c'est pareil. Marilyn Manson, de toute façon, a fait globalement la même chose qu'Alice Cooper. Il était considéré comme l'ennemi numéro 1 aux États-Unis, comme Alice Cooper en son temps, a beaucoup joué avec les codes de ça, et ensuite a essayé de montrer une facette plus humaine de lui-même. Donc... Mais bref, pour rester sur le cinéma horrifique, non, les liens... Il y a même quelques films d'horreur qui parlent de métal, de hard rock, qui prennent cette base. Enfin, moi j'aime bien en plus les films d'horreur où il y a un métalleux. J'aime beaucoup quand il y a un métalleux dans la bande, tu sais. C'est généralement celui qui sait, tu vois, ah ouais, mais moi, attendez les mecs, le 666, là, moi je sais ce que c'est, en fait, c'est le chiffre de la bête, tu vois, alors que... c'est un peu cliché, mais moi je trouve ça fun, quoi. Mais les liens sont évidents. Il sort sa planche de Ouija, le mec il a, c'est ça. Tout, C'est ça. Et puis un mec comme Rob Zombie, lui, il fait carrément, il fait les deux. Lui, il fait des films et il fait de la musique. Et évidemment, pour illustrer sa musique, il réalise lui-même ses clips de manière assez étrange parfois. Et dans l'autre sens aussi, pour illustrer ses films, c'est lui qui va travailler la musique, quoi. Donc il y a un vrai pont entre les deux. Plus qu'évident et pas du tout cliché, qui est généralement bien accepté dans le milieu. Mais c'est assez ouf, que même j'ai l'impression, alors je sais pas s'il y a des exemples, mais que c'est une des rares musiques, genre de musique, univers musical qui a influencé forcément les mascottes, les illustrations, les déguisements et tout ça, mais qui a influencé à sa manière sûrement le cinéma ou même notre représentation des monstres. J'ai l'impression que si tu penses monstres, tu vas peut-être penser à des trucs qui ressemblent à des pochettes de métal. Ouais, c'est vrai.
Après, il existe évidemment des artistes encore aujourd'hui, tu vois, qui continuent de peindre ou de proposer des œuvres purement graphiques et franchement horrifiques ou monstrueuses, mais j'ai tendance à croire que ce qui a le plus de chances aujourd'hui de toucher effectivement là, un public de masse à l'image. En plus, tu vois, on voit de moins en moins, par exemple, d'affiches de cinéma, de films d'horreur en tout cas. Je les trouve très très soft par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 30 ans. Donc le monstre n'existe plus vraiment sur la place publique aujourd'hui par le biais du cinéma, en tout cas des affiches, mais par contre, par le biais du rock et du hard rock et du métal et de ses pochettes et des t-shirts, ouais, là il continue évidemment à exister, quoi. Et c'est toujours... Et je dis pas, je vais pas dénigrer les bouquins ou quoi, mais une couverture d'un livre, c'est quand même petit. Ça va être moins marquant qu'un mec qui se balade avec un t-shirt ou qu'une belle pochette d'album que tu vas voir, je sais pas, que t'as encore une chance de voir dans un rayon de disques. Hein, effectivement, contrairement au cinéma d'horreur où je trouve que vraiment les visuels sont de plus en plus soft et en plus de plus en plus calibrés, tu vois, ils se ressemblent tous. Le métal continue de perpétuer quelque part la tradition des monstres, ouais, visible en tout cas, visible au plus grand nombre. Tu me fais penser qu'il faudrait que je me balade avec mon exemplaire du Necronomicon de Lovecraft sur la tête, bien visible dans le métro, parce que c'est l'édition, je sais pas, américaine, c'est genre on dirait un bouquin de sorcellerie, quoi. C'est vraiment un truc noir avec des dessins chelous dessus. Excellent le bouquin. Excellent. Ah, tu je pensais à un truc con, mais parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Je pense que c'était vraiment les années début 90, les contes de la crypte, là, The Tales from the Crypt. C'est un truc qui a été inspiré par des métalleux, parce que ça me semble vachement métalleux dans l'esprit. Alors, là comme ça, pas que je sache, mais effectivement la mascotte quelque part, le présentateur là, des contes de la crypte, qui me faisait énormément délirer. Des fois je regardais que pour lui parce qu'en vrai l'épisode était un peu parfois un peu naze. Mais par contre le présentateur au début à la fin, lui il m'éclatait, quoi. Et c'est vrai qu'il a un côté un peu Eddie de Iron Maiden, quoi. Il n'est pas impossible, mais bon, je sais pas, c'est difficile. On en est à un point, je pense, où le rock et le cinéma d'horreur sont tous les deux, finalement, quelque part, des médias suffisamment anciens pour qu'ils se sont tellement nourris l'un l'autre depuis tellement longtemps. Je crois qu'il est devenu assez difficile de dire aujourd'hui clairement lequel a influencé lequel, quoi. Les deux existent en permanence, finalement, et continue de faire vivre le truc, quoi, et c'est bien, tant mieux. C'est tout ce qu'on lui souhaite, tout le mal qu'on lui souhaite au cinéma et au rock. Ouais, tout à fait. T'as des trucs auxquels j'ai pas pensé, ou qu'on n'a pas pensé, enfin auxquels on n'a pas pensé que tu veux raconter? Écoute, je sais pas trop. Qu'est-ce que en préparant le truc, par exemple, je t'avais dit que l'un des plus gros festivals métal des années 80-90, ça s'appelait les Monsters of Rock. J'ai trouvé que c'était super marquant avec ce logo qui était toujours à peu près le même, avec ce démon qui n'est pas sans rappeler justement les pochettes de la carrière solo de Ronnie James Dio. Voilà, ça c'était un truc, un parallèle marrant avec les monstres. Sinon c'est un puissant fond, hein, quelque part. Il y en a tellement, je veux dire. Je sais plus, tu vois, quand on avait parlé de la pochette Léviathan, donc très inspirée de Moby Dick, du groupe Mastodon, ça m'avait rappelé aussi que Moby Dick, c'était le titre d'un morceau de Led Zeppelin qui est plus ancien, du coup. Donc encore une fois, voilà, les musiciens se sont toujours nourris de ça, de ce bestiaire, de cette imagerie, et voilà, ça existe, ça existe depuis toujours, enfin, je veux dire, et ça continuera d'exister. Et puis non, j'ai probablement oublié plein de trucs, mais là, je crois qu'on a pas mal brossé un portrait général de la chose, je crois. La pochette Léviathan là de Mastodon, elle est juste magnifique, hein, c'est un truc de malade. Hein. Elle est, ouais.
C'est vrai qu'elle est sublime. Ça fait partie des pochettes effectivement qui méritent une édition vinyle, tu vois, pour pouvoir vraiment regarder, parce qu'on dirait, enfin c'est une peinture. Je suis pas du tout spécialiste en peinture, mais il y a vraiment un trait, un style dans les couleurs et tout machin. Ah ouais, c'est magnifique. Heureusement, il existe encore des artistes qui travaillent les pochettes. C'est plus comme autrefois. Bon, quand on dit ça, on a tendance à oublier qu'il y avait aussi des pochettes à chier autrefois. Hein. Il y avait parfois des trucs vraiment immondes avec juste un carré, une photo, et puis voilà quoi. Mais il y a plein de pochettes d'albums. Il y a des bouquins là-dessus, hein, avec juste sur les pochettes d'albums de rock. Il y avait même il y a quelques années un bouquin qui était sorti en France sur justement toute l'imagerie du métal, avec une séparation très nette justement entre les pionniers. Ce qu'on retrouve généralement plutôt dans le thrash, ce qu'on retrouve plus dans le death, ce qu'on retrouve plus dans le black, et aussi dans d'autres styles comme le heavy metal ou le néo ou je ne sais quoi. Chacun a son identité, mais les monstres ont quand même une part largement majoritaire, en tout cas, quel que soit le style, il y a toujours moyen de mettre un monstre à un moment quelque part. Bon, vas-y, pardon. Ouais, non, mais j'ai fini. Mais heureusement, en tout cas, ouais, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a encore des gens qui bossent, qui font des pochettes magnifiques. Et d'une manière générale, les pochettes du groupe Mastodon sont très, très, très travaillées. Hein. Parfois, ça part dans des trucs vachement psychédéliques. Mais j'avoue, voilà, que je sois fan ou non, en fonction des pochettes, le travail qu'il y a derrière est largement remarquable et plus que louable. Donc, je suis très content que ça existe encore. Écoute, il y a pas longtemps, j'avais tweeté, mais j'étais passé par hasard devant une expo sur les pochettes, mais hélas, là c'était du pop, la fin de la pop. Mais c'est super joli aussi, hein, super intéressant. C'est là que tu vois que des fois t'as du vrai travail de design, d'illustration. Ouais. Mais il y avait pas. Je me suis dit, waouh, je vais voir des pochettes de monstres sur des pochettes de métal, mais non, il y avait pas le métal. Ouais, bon. En soi, c'est pas grave. Je suis sûr qu'il y a énormément de choses dans la pop aussi. C'est une autre approche, mais je suis sûr qu'il y a plein de trucs très 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 sympas. Et il y a des trucs, parce que là, bon, évidemment, t'as parlé de métal, et il y a les monstres dans... Je sais que j'ai déjà vu un truc de rap qui s'appelait Moby Dick, enfin, les monstres se baladent en dehors, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, tu vois, mais... Il y a peut-être. Écoute, là, par contre, je saurais pas te dire. Par contre, j'ai en tête, effectivement... Alors, c'est du rap, mais pas que. Comment il s'appelle, ces zigotos je sais pas si tu connais, c'est un groupe français, ça va me revenir, je l'ai noté en plus quelque part. Stupéflip. Ah oui, excellent. Il me semble que sur le premier album de Stupéflip, il y a un morceau qui s'appelle Les Monstres. Juste Les Monstres. Ah oui, très, très juste. Et le refrain, c'est déjà tout petit, j'aime bien les monstres et tout machin. Donc voilà, ça me... C'est que je les ai vus en concert. C'est peut-être pas le morceau qui sonne le plus hip-hop. Ah ouais ? Ouais. Excellent. Ça doit être sympa en concert. Bah en fait, à l'époque, je pense que j'aurais pu tourner comme toi. Non mais j'écoutais des trucs comme ça. Ça devait être fin du collège, un truc comme ça. Je sais plus trop ce que j'écoutais, mais Stupéflip, je m'en souviens. Et en fait, on était allé à la fête de la musique qui passait à Paris sur la scène WeFM. Je sais pas s'ils existent toujours, ces mecs-là. Ouais, ils ont fait un 4e album qui a été crowdfundé, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans. Mais c'est vrai que même quand eux, je sais pas comment ils se définissent musicalement, mais je me souviens d'une interview donnée dans Trax où ils mettaient en scène le truc. Ils se déguisent aussi. Le chanteur, apparemment, il a une espèce de masque chelou sur le visage. Oui. Ouais. Oui. Même si c'est pas du métal. Je sais pas ce que c'est exactement. Écoute, eux-mêmes se définissent comme rap, rock et je ne sais quoi, et en fait, et un peu tout ce qui passe, et électro, et un peu tout. Ce que je trouve cool aussi, hein, quelque part, parce que je sais pas comment il fait
pour pouvoir écrire dans autant de styles différents, mais en tout cas, moi, je suis admiratif. Et les monstres sont aussi vraiment très, très, très présents dans l'univers de Stupéflip, hein, visuel, mais aussi dans les morceaux. Hein. Il y a un côté parfois aussi très étrange et dérangeant dans ce qu'ils ont pu faire, quoi. C'est pour ça que j'aime bien, d'ailleurs. Ouais, ça parle souvent, enfin, j'ai plus trop les paroles en tête, mais ça parle de trucs bizarres, etc. Ouais. T'as ça dans les paroles, ouais. Bon, bah écoute, on ne peut pas avoir tout dit, mais... Non, je pense pas, non. On a papoté, on va dire, une bonne heure et demie sur le sujet. Ouais. Donc, ça va. Comment conclure un truc pareil ? Tu vas nous faire écouter un petit morceau pour la fin, t'as gardé un truc ? Oui, alors je peux te proposer effectivement un titre de Anthrax, le groupe Anthrax. Donc, genre Metallica au début, Anthrax à la fin. Bon, j'aime le thrash metal, donc effectivement, c'est pour ça que je parle de Metallica, Anthrax, Megadeth, Slayer. Hein, c'est un peu les quatre grands. Anthrax qui est toujours très en forme, qui a sorti un album que je trouve très très chouette en 2016 qui s'appelait For All Kings, et le second morceau s'appelait le très bien nommé pour l'occasion Monster at the End, et donc voilà ce que je te propose pour conclure l'émission. Ok, et merci. Et comment on te suit sur les réseaux sociaux ou autres Alors, 24 FPS est présent sur Twitter, sur Facebook. Je vais surtout, on va dire, mentionner mon compte Twitter à moi, qui est @dravenardrock, donc qui s'écrit DRAVENARDROK. Tu vois toujours le K. Toujours là, le K. Mais ça vient de là, hein, ça vient de là aussi, hein, c'est la même idée. Donc voilà. J'étais bénévole dans la MJC du patelin dans lequel j'ai grandi, et j'ai le programmateur de la salle de concert, il y avait un café-concert, était un métalleux, je pense, hein, et son groupe, ça s'appelait Coma avec un K. Voilà, mais ça m'étonne tellement pas, mais c'est tout à fait logique et je trouve ça excellent. Et je m'en souviens, je crois qu'il m'avait offert le disque, où je l'avais acheté quand il l'avait sorti, et je me souviens être resté devant la pochette, c'est genre un peu éberlué pendant vachement longtemps, genre étonné, tu sais, avec le coma écrit avec un K, un truc bizarre sur la pochette. Excellent. Trop bien. Voilà. Ah, moi je trouve ça excellent, ça m'étonne pas. Cool. Bon, de toute façon, c'est un de mes objectifs là, mais ça a bien commencé grâce à toi notamment, hein, c'est d'écouter plus de rock en général, et puis du métal et d'autres trucs en 2018. Ok. Voilà. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Je suis peut-être pas une référence en tout cas pour te donner des conseils, mais d'une manière générale, il y a largement de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne résolution. Bon. Eh bien, c'est le mot de la fin. Écoutez du hard rock et du métal. Super. Merci pour l'invite, en tout cas. Merci beaucoup. C'était cool. Merci beaucoup à toi d'être venu, et puis à bientôt en t'écoutant sur 24 FPS. Ok, cool. Merci. Ciao. Salut.